Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Au vu de l'actualité et notamment des dernières déclarations faites la semaine dernière par Donald Trump sur de nouvelles sanctions imposées à la Russie, retrouvez aujourd'hui les moments forts de l'entretien entre Charles d'Anjou et l'économiste Jacques Sapir, dans lequel est présenté les réels impacts des sanctions sur la Russie, mais dans lequel est également évoqué quel serait l'avenir de la Russie et de l'Ukraine si un accord de paix venait à être signé. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'ai travaillé en Ukraine pendant 2 ans et demi, de 1999 à début 2022, à début 2002, excusez-moi. Et l'administration ukrainienne, l'administration économique, parce même l'administration présidentielle, on travaillait à l'époque en tant que conseil pour la présidence, était au mieux incompétente, mais complètement incompétente. Il changeait de priorité et d'objectif pratiquement tous les mois. Au pire, corrompu. Et donc, il y avait ce qu'on appelle des vaches sacrées dans le budget, qu'on savait que l'on ne pouvait toucher sous aucun prétexte. Bien. Donc, vous avez un homme nouveau qui arrive au pouvoir, Zelensky, qui, dans une situation qui est dramatique pour l'Ukraine, se pose la question de qui est capable de me faire un programme stratégique. Il n'est pas si étonnant que cela qu'il s'adresse à l'étranger. Bien. Après, il y a un autre problème. C'est que l'Ukraine correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle un État failli. Alors, un État failli pour plusieurs raisons. Bon, j'ai parlé de la corruption, qui est extrêmement importante, et que le gouvernement a beaucoup de mal à traiter parce que ça serait touché à ce moment-là à des soutiens politiques importants de ce gouvernement, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un pays qui a perdu un quart de sa population. Si on fait le compte des Ukrainiens qui ont émigré en Union européenne, 8,5 millions, et des Ukrainiens qui ont émigré vers la Russie, un peu plus de 2 millions, on a approximativement 11 millions d'Ukrainiens qui ne vivent plus en Ukraine et qui très probablement ne rentreront pas dans leur pays, même si il y avait un arrêt des combats et une paix stable qui était signée dans les semaines à venir. Bon. Sur un pays qui faisait, avant le début des hostilités, 41 millions d'habitants. C'est un quart, si vous voulez. Grosso modo, c'est un quart de la population qui a disparu. Et c'est très souvent une population en âge de travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 11 millions de travailleurs qui sont partis. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont partis. Des mères avec leurs enfants. Mais ces mères, c'est des jeunes femmes qui, normalement, travaillaient en Ukraine. Puis il y a quand même des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont partis. Donc ça, c'est un premier problème. Après, là-dessus, viennent s'ajouter les destructions faites par les Russes du système énergétique de l'Ukraine. Aujourd'hui, on estime que plus de la moitié du système énergétique de l'Ukraine est détruit. Et industriel d'ailleurs aussi. Alors, sur l'industrie, beaucoup moins. Mais si vous n'avez pas d'électricité, votre industrie ne peut pas tourner. Donc, l'Ukraine, en réalité, est en ruine. Et on le voit quand on regarde les chiffres, le fait que s'il n'y avait pas les transferts de fonds venant de l'Union européenne, plus de 35 milliards d'euros par an uniquement pour les budgets civils, donc ça n'inclut pas les versements qui sont faits pour la défense, hein, c'est uniquement pour l'Ukraine serait en faillite. Bien. Dans cette situation, on peut signer tous les accords que l'on veut. Leur réalité en matière d'application devient
extrêmement fragile. Et qu'en sera-t-il de l'Ukraine une fois la paix revenue? Je n'en sais rien, mais ce que je peux dire à partir de la situation actuelle, c'est qu'avec un tel niveau de dépopulation et de destruction des infrastructures, il faudra probablement 10 ans pour que la situation se stabilise, et on ne verra pas d'investissement qu'ils viennent des États-Unis ou d'autres pays, ou d'autres pays occidentaux, en Ukraine, avant 4-5 ans après la paix, après la signature de la paix. Donc, après, insister sur ce contrat qui a été passé avec BlackRock, avec plutôt ces contrats, parce que ce n'est pas un contrat, c'est une succession de contrats, ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, nul ne sait quel sera le gouvernement d'une Ukraine post-conflit. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que Zelensky reste en place. D'ailleurs, s'il y avait des élections libres en Ukraine, c'est pour ça qu'il ne veut pas d'élection présidentielle, il ne serait pas réélu. Mais quels seront les rapports de force entre la fraction hyper-nationaliste de la population et des forces armées et le reste de la nation? Nul ne le sait actuellement. Donc ça veut dire que à l'instabilité économique qui va exister, qui existe déjà et qui va exister encore plus une fois la paix revenue, viendra s'ajouter une instabilité politique. Quel est aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, l'impact réel de cette guerre en Ukraine, des sanctions économiques et financières prises contre la Russie sur les économies des grands pays européens, des grandes puissances industrielles européennes que sont l'Allemagne, l'Italie et la France? Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de tout ça? C'est un bilan assez simple. Oui, bien sûr, les sanctions n'ont pas fait du bien à la Russie, ça c'est tout à fait évident, même si leur impact a diminué par rapport à 2022. Mais au contraire, l'impact en retour des sanctions, ce qu'on appelle l'effet boomerang, dans le vocabulaire de la géopolitique, cet effet boomerang tend à s'amplifier sur les pays occidentaux. Il y a un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête. Globalement, l'Union européenne importait entre la moitié et les 2/3 de son énergie de Russie, avant les sanctions. Depuis les sanctions, on est tombé autour de 40%. Bon, c'est moins, c'est évident. C'est surtout sur le pétrole qu'on a substitué, encore que. Il y a toute une série de contrats d'achat de pétrole à l'Inde, et on sait que l'Inde n'est pas un producteur de pétrole, et on peut avoir quelques doutes quant à la provenance d'origine du pétrole. Bien, mais sur le gaz, c'était encore évident. Or, dans la mesure où les gazoducs ne fonctionnent plus, enfin, les plus gros des gazoducs, certains fonctionnent, mais les plus gros des gazoducs ne fonctionnent plus. Donc on est obligé d'acheter du GNL, du gaz liquéfié. Et le gaz liquéfié, il est naturellement plus cher que du gaz naturel envoyé par gazoduc. Parce qu'il faut le comprimer pour le mettre dans un bateau, pour charger le méthanier. Et quand le méthanier arrive dans un port, il faut le décomprimer. Donc ça, simplement, si vous voulez, mécaniquement, ça ajoute entre 20 et 30% au prix. Voilà. Alors, l'impact, c'est à la fois la nécessité d'acheter de l'énergie ailleurs, mais ailleurs c'est plus cher, et la nécessité de basculer du gaz de gazoduc à du GNL. Et là encore, il y a un surcoût. Donc les pays dont la balance énergétique était fragile, l'Allemagne, parce qu'elle a décidé de fermer ses centrales nucléaires. C'est l'Allemagne qui s'est elle-même mise dans cette situation, comme des grands. Et l'Italie, là pour d'autres raisons, sont évidemment des économies qui souffrent énormément. Et on voit que l'Allemagne est en récession,
Mais si on décompose les chiffres du PIB allemand, depuis 2 ans, la seule chose qui maintient un petit peu la tête de l'Allemagne hors de l'eau, bon, bah, si en recension avec des chiffres de PIB de moins 0,5, moins 0,7%. Ce n'est pas non plus dramatique. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui les maintient dans cette situation-là? Les services. L'industrie, elle, l'industrie qui représentait à peu près 25-26% du PIB, elle diminue d'environ 4 à 5% par an. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est tout à fait considérable. Il y a aujourd'hui un phénomène de désindustrialisation massif en Allemagne qui prend la forme d'une délocalisation accélérée vers les États-Unis parce qu'aux États-Unis, l'énergie est bon marché. Donc l'industrie chimique allemande est en train de faire ses bagages. L'industrie métallurgique va en faire de même et elle annonce déjà des suppressions d'emplois importantes. L'industrie automobile est elle-même en crise. Bref. Et ça, c'est d'une certaine manière, je dirais, la conséquence immédiate des sanctions. Et donc, que Mme Meloni se décide à passer des contrats sur le gaz russe, ben oui, mais l'Italie n'a pas le choix. Donc, avant de dire haro sur Meloni, il faut commencer à dire quels sont les choix de l'Italie. Elle n'en a pas. Les États-Unis ont atteint à peu de choses près le maximum de ce qu'ils peuvent vendre à l'Europe. Alors, d'ici 10 ans, ça pourrait monter, mais à court terme, il n'y a pas de possibilité de monter. Et il y a un autre problème, c'est que si on veut acheter encore plus de gaz aux États-Unis, ça sera du gaz de schiste. Ce gaz de schiste, bon, on va le transformer en GNL, mais on n'a pas les bateaux. On manque aussi de bateaux pour faire le transport. Donc il y a ça. Et l'Allemagne, là, elle est en train de souffrir vraiment de manière assez importante. Donc je ne serais pas étonné que le patronat allemand et les gouvernants allemands, qu'ils soient sociodémocrates ou qu'ils soient les chrétiens sociaux, hein, c'est-à-dire la CDU-CSU, les conservateurs allemands, bon, n'attendent qu'un cessez-le-feu pour immédiatement rouvrir des négociations avec la Russie et repasser des contrats avec la Russie. L'économie russe a été en récession en 2022, mais à un niveau considérablement plus faible que ce qui avait été prévu. Des chiffres d'une baisse de production de 10%, de moins 10% avaient été avancés. Plus sérieusement, d'ailleurs, avec des collègues russes, on tablait, et quand je dis on tablait en juin 2022 sur une baisse de production de l'ordre de moins 4%, et la baisse de production était de moins 1%. Et après, vous avez eu une croissance forte en 2023, 3,6, et une deuxième année de croissance forte cette année, donc 2024. Bon, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on ne les aura pas avant mi-février, en réalité. Mais on estime qu'on devrait avoir une croissance de 3,9%. Bon. Donc, ça veut dire que même si les sanctions ont fait dans l'immédiat du dégât en Russie, c'est incontestable, bon, ces dégâts ont été surmontés à partir de la fin de 2022. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'économie russe travaille très près et même au-delà de son potentiel industriel. Alors, on calcule ça sur le taux d'utilisation du capital. Il est aujourd'hui proche de 90% en Russie. Et il faut savoir que dans une économie en bonne santé, ce taux est estimé à 80%. Donc ils sont très largement au-dessus. Et tant que les investissements qui ont été faits
depuis 2022, ne se traduiront pas par la construction de nouvelles usines, et en particulier des investissements de 2023 et de début 2024, eh bien, ça constitue une espèce de frontière absolue pour la production. C'est pour ça que la production, aujourd'hui, ralentit en Russie. Elle ralentit en Russie parce que l'économie se heurte à sa limite physique de production et que la construction de nouvelles usines, les investissements, n'ont pas encore abouti. Et ils aboutiront probablement au premier semestre 2025, voire à la fin de l'année 2025. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point important, en même temps que l'économie russe connaissait cette croissance extrêmement forte, l'économie russe s'est transformée. Alors, elle s'est transformée sur 2 points importants. Le premier point, je vais utiliser une formule peut-être un peu provocatrice, c'est aujourd'hui un âge d'or du salariat en Russie. Pourquoi ? Parce qu'on manque de travailleurs. Et on manque de travailleurs pour des raisons démographiques. Ce n'est pas, en fait, le nombre de jeunes qui se portent volontaires qui affecte profondément. Alors oui, ça doit affecter à 200 000, 300 000, voire 400 000 personnes. Bon, mais le véritable point, c'est qu'on manque de travailleurs. Comme on manque de travailleurs, évidemment, les salaires flambent. Et, si vous voulez, la Banque centrale de Russie a publié des statistiques qui montrent que dans les régions industrielles importantes, la hausse des salaires qui est supérieure à 20% par an, 20% dans un pays où le taux d'inflation est de l'ordre de 8,5. Hein. Bon. Donc on voit ce que ça fait en termes réels. Elle est au niveau de la Russie totale, de 20% des salariés, et dans les régions de grande industrie, on peut attendre 40% des salariés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une forme de redistribution de la richesse en Russie, que l'on voit aussi dans le fait que la part des salaires, si vous voulez, le PIB, le produit intérieur brut, alors une manière de le calculer, c'est de dire c'est la somme des valeurs ajoutées. Une autre manière de le calculer, c'est de dire c'est la somme des salaires et des profits. Bien. Les salaires représentaient avant la guerre, grosso modo, 39% du PIB. Le reste, c'était les profits. Enfin, le profit et les impôts. Les salaires sont passés de 39 à 43. Alors, on va dire, bon, ça ne fait que 4% oui, mais sur de telles masses, ça représente en réalité un effet de richesse qui est tout à fait considérable. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et le deuxième point important, c'est que on a une transformation avec le lancement de toute une série de programmes de substitution aux importations, par exemple dans l'aéronautique, où désormais on cherche à russifier les projets et les produits. Bon. Pour des raisons stratégiques, hein, parce qu'on estime qu'on ne peut pas faire confiance aux partenaires occidentaux là-dessus. Et donc, on a une industrie qui, évidemment, s'est beaucoup modifiée. Alors, elle s'est beaucoup modifiée au sein de chaque branche. Elle se modifie dans le rapport qui existe entre les productions de base, par exemple l'extraction du gaz, du pétrole, des métaux, bon, etc., et l'industrie manufacturière, qui aujourd'hui est la grande gagnante depuis 3 ans de cette croissance. Elle se modifie aussi dans la réémergence d'une véritable industrie automobile. Et, si vous voulez, pour le mois d'octobre, la production d'automobiles en Russie, je ne parle pas des ventes d'automobiles, parce que dans les ventes d'automobiles, vous avez évidemment les automobiles importés. Bon, mais la production d'automobiles a dépassé les chiffres de 2019, donc c'est quand même assez impressionnant. Bon. Mais avec l'ensemble de ces changements, évidemment, vous avez des surcoûts. Alors ces surcoûts sont liés au salaire,
ces surcoûts sont liés tout simplement aux frais de réorganisation. Ces surcoûts sont liés au fait que les importations coûtent plus cher à cause des canaux différents qu'il faut avoir pour obtenir ces importations. Bah oui, la Russie arrive à tourner les embargos qui ont été faits sur un certain... Mais ça coûte de l'argent. Oui. Bon. Donc, et puis il y a la réorganisation générale de l'économie. Donc tout ceci fait que, oui, le taux d'inflation a augmenté.